Je suis Jean-Christophe Raveau, je suis le président du SP Pro et par ailleurs je dirige PIC Média qui est un groupe de presse d'information professionnelle. Bienvenue à toutes et à tous à cette matinée des médias pro. La thématique, sortie de Covid, que restera-t-il des transformations opérées durant la crise sanitaire ? Nous étions un peu présomptueux lorsque nous avons décidé de cette thématique, dans la mesure où il semblerait quand même que la crise sanitaire soit amenée à perdurer un peu. Toutefois, je vous rappelle que lors de notre dernière matinée, nous avions évoqué la transformation accélérée des médias pendant cette crise. Je pense qu'on a maintenant un peu de recul, qu'on a eu une petite période de normal ou de presque normal à partir du mois de septembre et qu'un certain nombre de choses se sont consolidées ou ont été infirmées d'ores et déjà. Et je pense qu'on peut commencer à tirer quand même quelques enseignements de cette transformation accélérée et de la manière dont nous regardons l'avenir de manière un peu différente. Aujourd'hui, nous avons organisé cette matinée sous la forme d'un échange, à la fois d'un échange avec des éditeurs de la presse d'information professionnelle, mais aussi avec vous. Et donc, je vous invite vraiment à interagir en permanence sur les différents sujets que nous allons balayer. J'ai aujourd'hui à mes côtés Anne Luzin, qui est la dirigeante des éditions de la RHF. Elle nous en dira un petit peu plus sur son groupe. Hugues Dubois-Baudry, qui est le dirigeant, lui, des éditions Dubois-Baudry. Et puis Jean-Sébastien Rocheteau, DGA de WeFactory au sein de NetMedia Group. Voilà. Donc nous allons démarrer tout de suite. Le SP Pro, je pense que tous vous connaissez à peu près l'existence de syndicats qui regroupent l'ensemble des éditeurs de la presse des métiers, pour faire simple, de l'industrie, du commerce et des services. Nous sommes un des 7 syndicats de la FNPS, Fédération nationale de la presse spécialisée. Et notre activité auprès de nos adhérents consiste à la fois à les accompagner dans, je dirais, leur appréhension des spécificités réglementaires de notre métier, la presse. Et elles sont nombreuses et ces derniers temps, elles ont tendance à augmenter encore un peu plus en termes à la fois de contraintes et d'encadrement. Et puis par ailleurs, on tient beaucoup à SP Pro à échanger sur les évolutions de nos business models et de nos entreprises. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se retrouve ce matin et on partage avec vous des réflexions que nous avons en permanence et notamment tous les mois à travers notre conseil d'administration. Voilà, on va démarrer tout de suite. Ce que je vous propose peut-être très rapidement, c'est de commencer par présenter vos groupes pour que les gens dans la salle puissent vous situer. Anne, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est la RHF, les éditions de la RHF ? Eh bien, la RHF, c'est la restauration hors foyer. Donc, c'est tout ce qui concerne la restauration qu'on ne prend pas chez soi, qu'elle soit restauration commerciale dans les restaurants, restauration collective, ce qui est santé scolaire et entreprise. C'est une société qui édite 7 magazines sur des segments de la restauration en commercial et en collective, principalement de la presse professionnelle, donc sur abonnement, et un titre en presse grand public, donc en kiosque, qui est un peu du B2B et du B2C. Voilà, donc 7 publications. Merci Anne. Hugues, je te donne la parole. Donc les éditions Dubois-Baudry, c'est un groupe de presse de 7 titres spécialisés dans l'agroalimentaire. Donc on a la production, 3 titres sur la production animale, un titre sur la transformation, donc l'industrie agroalimentaire, et 3 titres sur la distribution alimentaire. Et pour situer, on est en Bretagne. Peut-être un mot au nombre de salariés ? 70 salariés, dont la moitié de journalistes. À toi, Jean-Sébastien. Donc moi, je représente NetMedia Group. On a un groupe de communication et de marketing. On est présent au niveau européen. Depuis 2017, on anime au travers des marques médias 15 communautés professionnelles. La particularité, c'est qu'on n'est pas sectoriel. On s'adresse vraiment, nous, à des fonctions, les directions générales, commerciales, RSE et ainsi de suite. Et on réalise en gros sur 2021 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une dizaine de pays grâce à 120 collaborateurs.
Parallèlement à ça, on a aussi des activités de service. On a un institut de formation pour la montée en compétences des cadres. On a une boîte de génération de leads qui s'appelle Comnect. Et enfin, une agence de communication et de marketing, WeFactory, que je représente. Merci Jean-Sébastien. Bien, on va peut-être commencer par toi. Je vais vous demander à chacun d'entre vous d'essayer de nous dire quelles ont été les principales adaptations que vous avez opérées durant cette crise et quels sont les changements majeurs que vous constatez depuis quelques mois dans la façon dont vous avez adapté votre activité. Et je te laisse évoquer ça. Nous, en fait, on a pris une grosse claque le 15 mars. On s'est retrouvés enfermés chez nous alors qu'on est beaucoup dans l'échange entre nous et avec nos clients. Donc pendant 15 jours, ça a été un peu complexe. L'avantage, en revanche, du premier confinement, c'est qu'on avait beaucoup de projets dans les cartons qu'on n'avait pas le temps de mettre en œuvre. Donc grâce au temps libre qu'on a eu, on a pu profiter de ça pour vraiment accélérer sur tous les aspects digitaux, transformation, nouveaux produits, nouvelles offres. Et donc c'est quelque part à la fois l'effet négatif et positif du Covid. Ce qu'on a pu constater après d'une manière globale sur l'aspect conjoncturel, c'est l'explosion des audiences digitales, aussi bien sur nos sites, la consultation des vidéos et la participation au webinar, où peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais les audiences ont été multipliées par 10 ou par 20, donc c'est assez phénoménal, et ce qui n'est pas forcément vocation à s'inscrire dans la durée, parce qu'on voit aujourd'hui que les audiences qu'on observe sont devenues à la normale. Et puis après, ce qui restera à notre sens pérenne, ou en tout cas ce qui est vraiment important et qui n'a pas changé, c'est l'importance de la qualité du contenu, la multiplicité des formats, avec l'accélération de l'audio, de la vidéo et l'hybridation des événements. Voilà ce qu'on a pu, nous, de notre côté, en tout cas, constater. Peut-être un petit mot sur les audiences, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous. Donc après une explosion, depuis le mois de septembre, on est revenu à des niveaux normaux, ou alors on a quand même... On continue. Alors nous, on a un gros travail de SEO qu'on a mis en œuvre depuis 1 an et demi à peu près, donc qui porte ses fruits. Donc on est toujours sur des croissances en fonction des marques, c'est assez variable, mais entre 15 et 40% de croissance grâce au SEO. Mais on n'est plus sur du x2, x3 avec des pics historiques chaque journée, comme ça a été le cas en juin de l'année dernière. Sur les communautés, réseaux sociaux, là aussi, j'imagine que les communautés ont connu une extension importante et on est toujours dans un rythme soutenu, ou alors les choses se tassent aussi? Les choses se tassent énormément sur les réseaux sociaux. On a beaucoup plus de followers. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos clients. Mais on voit que l'engagement est de plus en plus faible. Est-ce que c'est lié à l'algorithme qui a été modifié de certains de nos amis? On ne sait pas. En tout cas, c'est une vraie tendance de fond. Donc, il va falloir multiplier les formats pour pouvoir être plus attractif et gérer de plus en plus de conversationnel avec les cibles sur les différents canaux, dont les réseaux sociaux. Anne, peut-être un mot, toi aussi, sur ce qui s'est passé durant les premiers mois de cette crise, sur un marché, quand même, la restauration hors foyer, qui a été particulièrement impacté. Donc j'imagine que ça n'a pas dû être simple de continuer cette activité avec des abonnés absents, en quelque sorte. Alors oui, c'était effectivement un secteur très sinistré. Ils ont accusé une fermeture de 2 mois et demi et après de 7 mois, ce qui est colossal pour... des exercices fiscaux. Après, c'est un métier, la restauration, qui a eu une capacité d'adaptation assez forte. Nous, évidemment, coup de massue, parce que la communication, c'est quelque chose qui a été stoppé immédiatement. Donc nous, on vit, comme beaucoup d'entre vous ici, à travers nos annonceurs et à travers la publicité. Donc c'est quelque chose qu'il a fallu gérer. On s'est assez rapidement posé la question de est-ce qu'on enlève des éditions ? Est-ce qu'on n'imprime pas? Est-ce qu'on saute des mois? Qu'est-ce qu'on fait pour économiser? C'était quand même le premier questionnement assez fort. Mais parallèlement à ça, on avait énormément de contenu. Parce que nous, la restauration était quand même très touchée, donc extrêmement... il y avait énormément de communication, énormément d'aide, beaucoup de choses qui se passaient. Donc, en fait, notre cible lectorat était très en demande d'informations. Donc, on s'est dit, bon, on ne va pas les laisser tomber, on va continuer à imprimer, avec des recettes publicitaires évidemment moindres. Donc, après, c'est un jeu d'équilibre que tout le monde a fait. Donc, nous, on a été un peu petit écureuil, si je peux dire ça comme ça. Donc, on a essayé de bien mapper tous les points où on pouvait faire des économies. Je dirais que le principal, c'est la diffusion.
Comme pour beaucoup ici, on a, je pense, une diffusion évidemment payante, gratuite et de la prospection. Autant dire qu'on a arrêté toute prospection. C'était un gain important, évidemment, en impression, en affranchissement. Donc ça a été notre outil de régulation, absolument. Après, on a fait une mise en place d'abonnements purement digital, ce qu'on n'avait pas. On était un petit peu à la traîne là-dessus. Donc, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ça a accéléré des trucs qui étaient un petit peu dans le placard. Nous, on avait toujours eu de l'abonnement print et tu avais le digital si tu t'abonnais print. Aujourd'hui, on a fait un abonnement que digital. Et on se rend compte au bout de, maintenant, on l'a fait en avril dernier, donc on a un tout petit peu de recul, que ça n'avait pas, et c'était ma crainte, déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne s'abonnent qu'au digital, mais qui n'étaient pas forcément les abonnés papier. Il n'y a pas une bascule, il y en a forcément un peu, mais elle est assez limitée. J'irais de l'ordre de 10% sur ce que je constate aujourd'hui. Et on a eu beaucoup de gens qui se sont abonnés via notre site, mais pas forcément que sur le digital, aussi sur le papier. Donc, il y a eu beaucoup Quelle stratégie de prix sur l'abonnement digital, on est allé, je dirais à 25% moins cher que l'abonnement papier plus web, du coup, enfin papier plus digital. Donc on a fait effectivement une petite décote, mais pas colossale. On voulait pas, pour encore une fois ne pas déshabiller Paul, on voulait pas que le prix soit beaucoup plus attractif sur le digital. Et puis même si le digital, in fine, ça coûte moins cher parce qu'il y a moins d'impression, il faut payer les journalistes et il y a quand même des coûts indirects importants qui sont évidents. Voilà. Et on a aussi pris le parti, alors là pour le coup c'était une dépense, mais parfois il faut aussi un peu en dépenser, de faire un gros travail sur nos anciens abonnés avec une société spécialisée pour travailler justement ces abonnements qui sont un travail de fourmi, j'ai envie de dire comme un centimier, il faut aller chercher chaque abonné. Ça, on l'a fait, ça a un peu marché. Nous, sur la restauration, c'est un métier qui est difficile à joindre. Les gens travaillent beaucoup, avec des horaires qui ne sont pas évidents. Donc, c'est vrai que pour toucher l'abonné, c'est très compliqué. Donc, ce n'est pas un coup de fil et tu as quelqu'un au bout du fil. C'est 1, 2, 3, 4, 5, des prises de rendez-vous. C'est assez lourd à faire. Donc, c'est vrai que nous, on ne peut pas le faire en interne. Donc on a pris cette société et on est assez content du résultat. Ils ont réussi à nous faire 250 abonnements, ce qui est quand même pas mal. Et puis on se doute qu'un abonnement qui vient en année N, on le perdure au moins 2-3 ans. C'est ce qu'on constate et ce qu'on espère. Voilà un petit peu ça. On a pour le coup chanté une édition. Donc il y a quand même un magazine qu'on n'a pas sorti en 2020. Enfin 1 x 7, donc ça fait 7 magazines. Et aussi en 2021, ce qui a permis d'économiser un petit peu sur la partie production. Voilà. Après, sur la partie événementielle, moi, j'ai un gros événement annuel que j'ai réussi à faire parce que c'est en septembre. Donc, je suis passée au travers très, très limite en septembre 2020 et en septembre 2021. Donc, moi, je n'ai pas eu trop d'événements digitaux. En revanche, je constate aussi qu'il y a eu on a gagné énormément sur les réseaux sociaux. Et là, je trouve que depuis 1 mois ou 2, le taux d'engagement est vraiment super faible et je ne me l'explique pas. Alors que le nombre de followers continue à monter, mais on a l'impression qu'ils suivent et puis que derrière, ils font pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment une constatation que je partage. On peut le dire, le compte Instagram du chef, qui est le titre phare des éditions de la RHF, a plus de 100 000 followers. Donc, ce qui est sur un univers de niche assez bon, au travail de mes petites mains. Mais c'est vrai que le taux d'engagement est pas dingue. Et les marques qui ont du mal à aller, en tout cas dans mon univers de la restauration, ils veulent tous faire du digital, mais une fois que tu mets du prix en face du digital, ils disent non, finalement je vais pas y aller. Donc tu fais des propositions, tu cherches des solutions et puis en fait ils n'y vont pas. Et du coup c'est bien d'avoir 100 000 followers, mais quand tu les monétises pas, voilà, donc il n'y a pas de solution pour l'instant sur la monétisation. En tout cas, je les ai pas trouvés. Ouais, donc parce que c'est une communauté énorme. Ouais, mais c'est pas encore palpable au niveau business, quoi. Merci Anne. Hugues, de ton côté, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui ressort de cette période ? Eh bien, oui, comme tous, nous, on avait plein de projets programmés et tout, donc on avait notre timing et tout, et puis est arrivé le 17 mars, donc patatras, donc il fallait qu'on revoie tout. Et donc on a eu de la chance sur un titre, on a publié le numéro juste avant l'annulation du salon en question, donc ça on l'a sauvé, même s'il a fallu négocier quand même avec les annonceurs qui n'ont pas eu leur salon. Mais au niveau des parutions, on a les 3 cas. On a une revue qui n'a pas bougé, on a juste revu la pagination, mais les 11 numéros sont sortis. On a eu 2 cas où on a couplé un numéro, donc au lieu de 2 numéros normaux, on a eu un numéro un peu plus conséquent que les autres.
Et on a des titres qu'on a publiés uniquement en feuilletable numérique. Donc là, on s'est aperçu que nos annonceurs, nos clients étaient quand même compréhensifs, ils nous accompagnaient. Et donc là, on a été agréablement surpris parce que quand il s'agit d'argent, en général, les gens sont un peu moins compréhensifs. Et ce qui a changé, c'est que tout le monde s'est investi, s'est impliqué dans le développement de projets qui n'étaient pas du tout programmés. Et on s'est même mis organisateur de salons virtuels pour pallier un salon qui ne s'est pas tenu en septembre. Je rebondis sur organisateur de salons virtuels. Tu peux nous en dire un peu plus, parce que c'est quelque chose dont on a le sentiment quand même que ça n'a pas toujours fonctionné. De votre côté, vous avez trouvé une bonne formule? Eh bien, nous, on est à peu près contents parce que sur le salon donc on n'est pas organisateur de salon, on est juste éditeur qui essaie de proposer une offre qui correspond à nos clients annonceurs et lecteurs aussi quand même. Et on a eu, par exemple, sur le salon de septembre, on a eu quand même 60 stands virtuels. Donc, quand on s'adresse à une niche, c'est pas mal. Effectivement, on n'a pas les 1400 stands du salon en question physique, mais ce n'est pas notre but. Et on a réussi à sauver, à récupérer, entre guillemets, le chiffre d'affaires qu'on aurait perdu si on n'avait rien fait. Et on a finalement le mois de septembre, le chiffre d'affaires du mois de septembre est équivalent, voire un peu supérieur à un mois de septembre classique. Peut-être un petit mot sur les annonceurs qui, dans cette période, ont été un peu habitués au digital aussi et sont devenus plus exigeants sur la fourniture de données chiffrées et sur un ROI qui soit à la fois mesurable et rapide. Est-ce qu'il y a une pression qui est née de cette période par rapport au digital? Là, en fait, on a eu de la chance que c'est un peu la prime à la nouveauté. Donc, on a été encouragé. On a été, au niveau image, ça a été très bon pour les éditions. Mais effectivement, pour faire une saison 2, une saison 3, il faut trouver autre chose, parce que là, c'était la nouveauté, c'était un contexte spécifique que tout le monde comprenait, tout le monde était confronté à la même chose. Mais en revanche, les annonceurs nous ont quand même dit clairement, et ils ont été nombreux à le dire, que c'est ce genre d'initiative à laquelle ils s'attendaient. Ils attendent ce genre d'initiative, ils attendent ce genre de produits, parce que maintenant le print, nous ça fait plus de 60 ans qu'on en fait, donc à la fin, il faut quand même se renouveler. Et là, 2020, pour moi, ça nous a montré que maintenant tout le monde est prêt au numérique, tout le monde est prêt à payer le numérique. Et que ce soit les équipes à travailler sur le numérique, que ce soit nos clients lecteurs, nos clients annonceurs, et même on voit bien au niveau de la société en général, tout le monde maintenant sait ce que c'est que le numérique. On en parlait tout à l'heure, la FNPS fait des événements numériques, des webinaires qui marchent mieux qui marchent autant, voire plus que le physique, parce que ça correspond maintenant aux nouvelles habitudes. Et pour amener des gens en présentiel, il faut vraiment qu'il y ait le relationnel, le réseautage. Et c'est la chose qu'on a du mal à faire en numérique, notamment sur les salons. Après, ce qu'amène aussi le numérique, alors moi j'en fais peu pour le moment, mais en termes d'audience, elle perdure, alors qu'un moment physique, il est instantané. Alors évidemment, il y a le relationnel et le contact qui est pas remplaçable, mais après le numérique permet, c'est ce que tu disais aussi, ça te permet de prendre ton contenu et de le faire sous d'autres formats, de le faire durer, de réadapter. Donc c'est un outil en fait dont on peut se servir dans le temps. Et nous, ce qu'on a appris aussi, c'est que donc on fait depuis une dizaine d'années des journées conférences payantes. Et donc c'est toute une journée. Il y a le repas où tout le monde se retrouve. Il y a les moments café où tout le monde se retrouve. Il y a la fin de journée où tout le monde se retrouve autour d'un verre et tout. Donc là, il y a vraiment du réseautage. Ce sont des journées qui sont quand même qui ont un certain prix. Et combien ? On est autour de 700 €. Bon, par rapport à certains, c'est peu, mais par rapport à d'autres, c'est bien. On est dans la moyenne. Et on est sur ce que je voulais dire, oui, c'est que finalement, 2020, ça nous a montré quand même que les gens ne venaient pas que pour le réseautage,
car on a adapté nos journées. Donc c'est une journée devant son écran quand même, il faut le faire. On paye un certain prix pour être devant son écran. Et finalement, les gens ont répondu présent, donc ça nous a conforté sur le contenu aussi. Les gens sont à la recherche du réseautage, mais aussi du contenu. Parce que s'il n'y avait que le réseautage, je pense qu'on aurait eu beaucoup de désistements. Heureusement pour nous qui sont intéressés par le contenu. Oui, mais sur les journées, on peut se dire ça les fait sortir, ça les fait rencontrer leurs collègues, ça fait rencontrer leurs fournisseurs, leurs clients, leurs pairs. Et notamment, on a une journée où c'est vraiment une corporation qui se retrouve, quoi. Donc et je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de la qualité de nos contenus. C'est quand même l'ADN premier de la presse professionnelle. Et moi, je le vois dans la restauration où il y avait un manque cruel d'informations et où les mecs étaient lâchés. On est fermé, au début, on n'a pas d'aide et qu'est-ce qu'on va faire ? C'était quand même le tiers de confiance, apporteur d'informations certaines, fiables. Et il y en a pas beaucoup, hein. Et c'est vrai qu'on a cette force-là, et je pense que c'est aussi l'enseignement à prendre de cette période difficile. Ça veut dire que nos lecteurs viennent à nous pour ça, et il faut surtout pas le perdre. On reviendra sur cette question des contenus tout à l'heure. Jean-Sébastien, pour revenir sur l'événementiel, qui est une activité importante au sein de NetMedia Group, il serait intéressant que, à partir d'un exemple, tu nous expliques comment on est passé du présentiel au distanciel, et peut-être aujourd'hui, comment vous voyez l'hybridation. Quelle est, à votre avis, la bonne formule pour un événement réussi post-Covid ? Déjà, ce qui est sûr, c'est que pour la clé de la réussite, on la cherche encore à tous les jours, et que ce qui s'est passé la semaine dernière, ça ne sera pas vrai la semaine prochaine. Ceci étant, nous, on a observé vraiment qu'on a basculé toutes nos manifestations en 100% digital. Au point de départ, on a eu des audiences qui étaient assez folles. On organisait, avant le Covid, des webinars. On avait une centaine ou 200 inscrits et on avait 70 à 90 présents, par exemple, sur des petits déjeuners, enfin l'équivalent d'un petit déjeuner, on va dire, en format webinar. Et puis après, on est monté pendant la crise avec un nombre d'inscriptions et de présents qui est passé en milliers, 3, 4, 5, 6 000 inscrits, plusieurs milliers de présents au même moment pour observer une conférence et du contenu. La vérité, elle est absolue et elle est sans appel. Sans contenu de qualité, il n'y a personne qui vient à la manifestation, et c'est la seule clé de réussite d'une manifestation digitale. Ce qui est intéressant aussi, et c'est ce que vous disiez, c'est que ce qu'on nous on a réussi à faire, parce que c'est notre cœur de business, le contenu, on n'est pas au point de départ des organisateurs de manifestations, et c'est là où on s'en sort mieux quelque part que les organisateurs de manifestations, c'est qu'on arrive à faire perdurer les manifestations dans le temps. Donc on est capable aujourd'hui, nous, à partir d'une journée de conférence, de faire vivre ça pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et donc de générer de l'audience complémentaire, aussi bien sur nos propres réseaux finalement, que sur les réseaux sociaux ou annexes. Donc ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que vraiment, faut choisir. C'est-à-dire que se dire, je vais faire un événement hybride, c'est complexe. C'est vraiment complexe parce que les gens ne vont pas forcément venir. Donc soit on organise un événement hybride et on propose à certains happy few de venir à la manifestation et à un plus grand nombre, une audience élargie, de pouvoir y assister en digital. Ça, c'est une très bonne piste. Mais en tout cas, pour le retour à la partie physique, c'est très complexe de faire venir les gens aux manifestations. Et donc là, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus que le contenu. C'est vraiment la notion d'expérientiel. Donc c'est proposer une expérience qui est folle. Donc soit l'expérience, elle est folle parce qu'on va être dans un lieu qui est vraiment incroyable, parce qu'on va avoir un keynote speaker international de renom. On va avoir une tendance que tout le monde suit, mais que personne n'est capable de décrypter, qu'on va proposer de décrypter. En tout cas, on revient toujours au basique, l'expérience, le contenu. Et c'est vraiment ça qui permet aujourd'hui d'organiser une manifestation qui va être réussie. Là, on va rebasculer, nous, sur des manifestations encore, malheureusement, je pense, hybrides. Et là, l'enjeu, finalement, c'est d'arriver à créer des parcours en hybride qui soient, du point de départ jusqu'à la conclusion, de véritables expériences digitales, aussi bien sur la plateforme sur laquelle on va s'inscrire, la plateforme sur laquelle on va visionner, interagir avec les keynote speakers, mais également avec les autres membres qui vont participer à la conférence. Et puis, dans l'après, comment on propose aux gens d'échanger entre eux. Ok, peut-être Hugues, un mot sur les événements. Vous avez aussi une belle expérience dans ce domaine. Comment les choses se sont passées et comment tu vois le choix distanciel-présentiel ?
Donc en fait, l'expérience des salons virtuels, ça nous a vraiment appris. On a vraiment appris beaucoup avec cette expérience. Et comme je le disais tout de suite, l'interactivité, le contact, on l'a pas encore avec ces outils-là. Donc on l'a fait sur 2 secteurs bien distincts. Donc on voit que ça marchait la première fois, mais la deuxième fois, on n'a même pas tenté. En revanche, on a évolué et aujourd'hui, on fait ce qu'on peut appeler des prolongements. En fait, on prolonge réellement le print parce qu'on a dans nos revues, on a des rubriques, des cahiers bien distincts. Si je prends l'exemple de l'industrie, donc l'industrie, on a vraiment 4 métiers bien distincts dans l'industrie agroalimentaire. Et la revue print est organisée comme ça, le site internet est organisé comme ça, l'e-news, et donc on s'est dit on va organiser comme ça nos événements. Donc maintenant on fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a fait une journée de conférence. Donc les gens s'inscrivent à la conférence qu'ils veulent. Et donc on a des conférences rédactionnelles et on a des conférences commerciales. Donc c'est toute une journée comme ça. Et vous les faites payer ces événements digitaux? On a 2 types. On a créé un peu une marque d'événements pour les gratuits entre guillemets. Et les payants, c'est une déclinaison on appelle ça les ateliers pour le payant. Et on fait payer pour les déclinaisons distancielles de nos événements qu'on fait en présentiel. Par exemple, pour prendre un exemple, sur le secteur des boissons, on a une conférence qu'on fait tous les ans depuis quelques années. Et donc, c'est les boissons hors vin. Et on a décliné en 2020, oui, c'est cette année, on a décliné à un événement de 2 heures distanciel payant sur la bière, un autre sur les spiritueux. Et ça, c'est payant. En revanche, pardon ? Ça a marché ? Ça marche. Après, c'est la première édition pour chacune, mais on est dans nos objectifs de première édition. Et pour l'autre marque, pour la marque d'événements distanciels gratuits, donc là, on commence la journée, dans la journée, on a 2 webinaires rédactionnels et autrement des webinaires commerciaux. Là, c'est gratuit, mais on vit par nos chers annonceurs. Et là, depuis hier, et ça se termine demain, on en a un sur l'élevage. La semaine dernière, on en avait un sur l'industrie, la semaine d'avant. Voilà. Et c'est vraiment des prolongements du papier. Ça veut dire que sur le plan de la production du contenu, vous produisez les contenus pour la revue et derrière, vous utilisez ce travail pour le prolonger. Comment c'est optimisé au niveau de la rédaction il y a des ponts, évidemment, il y a des ponts. C'est par le travail quotidien des journalistes qu'on sent les problématiques, les thématiques qui sont les préoccupations de nos lecteurs. Et donc, il y a du print, il y a du numérique sur le site, et puis il y a de l'événementiel, donc tout est lié. Donc nous, on vend de l'information, on ne vend pas du papier, on ne vend pas de l'espace, on ne vend pas de la RAM, on vend de l'info. Et du coup, ce sont les rédactions qui interviennent sur les événements aussi. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'on réorganise aussi le print, on rationalise un peu davantage la pagination de chaque numéro pour dégager du temps pour les rédactions. Anne, de votre côté, vous êtes lancée dans les podcasts. Vous avez réalisé un podcast avec le chef. Tu pourrais nous dire un mot de cette expérience et de la façon dont elle perdure ? L'idée, en fait, elle rejoint ce que vous venez de dire. C'est que chaque mois, évidemment, pour faire la couverture du magazine, on interviewe un chef plutôt de renom. Et je me suis rendu compte, un peu au moment du confinement, qu'on avait cette matière, c'est-à-dire que tu as 2 ou 3 heures d'interview d'un chef 2 ou 3 étoiles, qui est quand même très riche d'informations, et tu sors un papier qui fait 5-6 pages, et puis le reste, t'en fais pas grand-chose. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même un peu bête de jeter, entre guillemets, cet enregistrement une fois que tu as sorti 5 pages et de ne rien en faire. C'est un peu la mode du podcast. Il y a 2 ans, je me suis dit, ok, quelle diversification média, ce super mot qu'on adore, on peut utiliser. Donc je me suis dit, je vais me lancer sur
sur ce créneau-là des podcasts. Donc évidemment, quand on le lance, on n'a pas d'audience, donc pas d'annonceurs. Donc on se dit on va investir un petit peu. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui me faisait la prod, qui est venu avec moi sur les interviews, qui a enregistré de façon un peu plus professionnelle avec micro et tout ce qui va bien. Et en fait, à chaque on sort le podcast, pas le même mois parce qu'on trouve que c'est un petit peu redondant sur la personne qu'on interroge, mais on essaye d'être un petit peu en décalé. On l'a sorti, là, en octobre, ça a fait 1 an, et on a trouvé un premier annonceur en octobre, donc au bout d'1 an. On a environ entre 1500 et 2000 écoutes au moment du podcast. Après, il y a un petit peu d'écoute supplémentaires après, et puis c'est toujours pareil, ça dépend de qui t'interroge. C'est sûr, quand tu fais un podcast avec Cyril Lignac, ça marche toujours un peu mieux qu'un chef moins connu, donc en fonction de la tête d'affiche, évidemment ça marche mieux. Et moi j'avais dit à mes équipes commerciales, il faut le vendre, il faut qu'on trouve un package intéressant. On est encore petit, on a une marque forte, mais on a peu d'audience, parce que quand tu démarres, t'as pas beaucoup d'audience. Et sur les podcasts, mon Dieu, qu'on est nombreux, c'est un truc de fou, et encore plus sur la bouffe, pour dire le mot consacré. Mais voilà, on a trouvé, je pense, pour le coup, on a trouvé un annonceur qui n'était pas du tout en print chez nous. Je pense qu'il y a des annonceurs en fait qui se refusent au print par je sais pas, dogme, ou je sais pas, mais en tout cas qui n'aiment pas le print ou qui n'y croient plus. Voilà. Ça rejoint ta question sur le ROI. Oui. Le ROI sur le print, maintenant... Il est très difficile, il a toujours été très difficile. Et il y a une question d'image, et il y a une question aussi sur une page de pub, c'est limité pour s'exprimer. Sur un webinaire ou sur un podcast ou sur une e-news qui renvoie sur d'autres supports, c'est quand même plus simple. Il y a plus de place. Et ils peuvent plus le partager. C'est-à-dire que quand ils sponsorisent, c'est un billboard, un podcast, donc c'est pas très long non plus, mais in fine, quand ils le sponsorisent, ils peuvent le réutiliser, ils peuvent en parler. Moi, évidemment, je fais une déclinaison réseaux sociaux un peu jolie, donc je pense qu'ils peuvent reprendre les posts, tu les tags, donc c'est un truc qui vit plus dans le temps qu'une page de pub. Alors moi, en termes d'image, je trouve que c'est pas pareil, mais in fine, tu as quand même des annonceurs qui veulent pas aller sur le print, et tu es obligé, encore une fois, dans cette idée de diversification média, de leur proposer d'autres formats. Vous le faites très bien, et toi aussi, Hugues, mais voilà, le podcast, pour moi, ça a été une solution d'utiliser une matière que j'avais, dont j'étais frustrée de jeter à la poubelle 3 heures d'interview avec des mecs, alors que moi je trouve absolument passionnant, mais voilà, en tout cas des artisans qui font des métiers dingues. Et donc voilà, ça a marché. C'est encore une fois un annonceur qui n'était pas sur le print. On a packagé ça à un prix que tu décides un peu au doigt mouillé. Tu te dis, ok, c'est quoi le prix d'une page de pub? Enfin, c'est très difficile, je trouve, de pricer les nouveaux formats. Enfin, moi, j'ai l'impression de le faire un peu au pif, pardon, ça va peut-être choquer tout le monde, mais c'est la réalité. En tout cas, on l'a vendu, donc c'est que le prix était ni trop haut, ni trop bas. On l'a vendu pour 10 numéros, donc c'est pas mal. C'est-à-dire que là, je suis assurée en tout cas, de ne pas perdre d'argent sur cette production. Donc voilà, évidemment, c'est pas au pif. Je sais combien ça me coûte de produire le podcast, donc j'essaie quand même de gagner un peu de sous. On n'est pas complètement bête, mais voilà. En tout cas, c'était une diversification, pas révolutionnaire parce que le podcast, ça existe beaucoup, mais en tout cas, voilà, utiliser ce que tu disais tout à l'heure, utiliser ta matière et qu'est-ce qu'on en fait, comment on la tire, comment on la prolonge, et voilà. Et là, je vais essayer de faire aussi un petit peu la même chose, mais avec des événements physiques pour le coup tout petits, des trucs très intimes, très conviviaux. Bon, alors moi, je suis dans un univers où ils aiment beaucoup ça. Mais voilà, et les partenaires en fait sont assez demandeurs de ça, comme tu le disais tout à l'heure, d'expérientiel. Quand tu leur proposes un repas avec 25 chefs dans une région, un truc très intime où ils vont passer 4 heures à table avec, clairement ils sont prêts à mettre de l'argent, quoi. J'ai l'impression dans ce que vous dites qu'il y a peut-être une évolution là qu'on voit poindre, c'est l'organisation d'événements plus verticaux, avec des formats plus petits, plus light, et en lien encore plus direct avec la ligne éditoriale de la marque, c'est-à-dire sur une espèce de segmentation, et là où avant on faisait des choses un peu plus lourdes, une journée avec 5 thématiques, etc. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. En gros, on va avoir 2 grandes typologies de manifestations. On a toujours des mastodontes sur lesquels on va proposer en gros les tendances de la profession et puis les fondamentaux de la profession. Donc soit on vient pour apprendre, soit on vient
vient pour s'inspirer. Mais à côté de ça, on va avoir des projets qui sont sur le côté, on va dire. Nous, on a énormément de demandes là sur l'année prochaine de la part de nos annonceurs qui disent moi, je veux faire un événement exceptionnel où je vais faire venir uniquement 10 annonceurs potentiels à la Tour Eiffel, par exemple, avec un keynote de renom et d'envergure. La manifestation au coup par tête, ça leur coûte 10, 15, 20 fois plus cher. Mais pour eux, le moment qu'ils vont vivre, le lien qu'ils vont réussir à tisser avec ces 10 personnes-là, c'est indéfectible. Et quelque part, ça n'a pas de prix, quoi. Je suis tout à fait d'accord sur cette notion de complémentarité. Ça veut dire d'avoir un ou deux gros mastodontes qu'on a toujours eu, mais un petit peu comme dans chaque profession, il y a des très gros salons et après, par exemple, il y a des plus petits salons régionaux. Et en fait, je pense que cette complémentarité, elle est importante. On voit que les mastodontes, quand on se prend le Covid ou des gros problèmes, c'est la catastrophe. Et en fait, tu arrives à tirer un peu ton épingle du jeu avec des trucs plus petits. Donc, je pense qu'il faut capitaliser sur cette complémentarité-là et ne pas hésiter à développer l'événementiel. C'est sûr qu'on parle beaucoup de diversification média, mais en fait, ce que veulent les annonceurs, c'est rencontrer le client final, quoi. Donc, si tu leur mets ça sur un plateau, tu peux faire tous les événements digitaux du monde, c'est pas pareil. Donc, il faut avoir un bon point d'équilibre entre toutes ces possibilités-là. Mais comme tu viens de le dire, l'annonceur, il est prêt à mettre pas mal d'argent sur un truc exceptionnel ou alors quand il rencontre la personne qu'il veut rencontrer et qu'il n'arrive pas à rencontrer tout seul. Et en fait, t'es limite à te dire, je pourrais être apporteur d'affaires juste sur un déjeuner pour lui amorter la bonne personne qu'il veut. C'est assez fou. Donc, il faut vraiment, je pense, comprendre le besoin de l'annonceur tout en respectant le besoin d'information de ton lecteur. Voilà, trouver ce bon équilibre-là avec des formats qui nous rapportent de l'argent. Hein. On n'est pas là pour faire du mécénat. Mais quelque chose de concret et qui a du sens pour l'annonceur. Finalement, on s'est posé pas mal la question web to print, print to web, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on part en fait d'une démarche d'information to web, to print et to event. Mais à la limite, la façon dont tout ça fonctionne et interagit ensemble, ça dépend des thématiques, etc. Est-ce qu'on peut parler d'une hiérarchie ou alors est-ce que finalement notre métier, c'est pas de produire de l'information et de la diffuser à travers ces différents médias Nous, ce qu'on observe vraiment, c'est que... on fait que répondre aux tendances, en fait. On fait que répondre aux habitudes de consommation. Vous parliez de podcast. Moi, à titre personnel, j'écoute jamais de podcast, par exemple. Donc, est-ce que je suis la bonne cible? Pas forcément. En revanche, je sais que ma femme, par exemple, va écouter beaucoup de podcasts. Et donc, chacun a des habitudes de consommation qui sont différentes. Il y en a qui vont profiter du Covid pour faire beaucoup plus d'événements qu'avant en hybride. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur certaines manifestations choisies pour assister à une seule conférence. Il y en a d'autres qui vont tout faire en distanciel parce que ça leur convient parfaitement. Et c'est exactement pareil, que ce soit sur le magazine, le site, parce qu'il y en a qui sont ravis de recevoir le magazine, et ça, on ne le dit pas assez, mais le print est loin d'être mort, hein, parce que les gens qu'on rencontre, nous, nos audiences sur nos manifestations, sont ravis de recevoir le magazine, elles lisent le magazine, et nous, on a une particularité, c'est qu'on a une de nos audiences qui est aussi annonceur, parce qu'on s'adresse à des directions marketing, et donc quand on va chez eux, on voit le magazine qui est posé sur le bureau, et on voit qu'ils sont contents de le lire, et on voit qu'il est feuilleté, et donc c'est ça aussi qui est important. Donc finalement, il n'y a rien qui change, on produit de l'information, on multiplie les formats et on va là où les gens se trouvent, qu'ils soient sur les réseaux sociaux, sur des événements, dans des newsletters, sur des podcasts, via de la vidéo, pour répondre aux habitudes de consommation qu'ils ont, tout simplement. Oui, parce que même dans mes équipes, quelquefois, j'ai des collaborateurs qui ont une idée fixe, une idée précise. Tiens, mon lecteur, c'est ça, il fait ça l'intéresse pas, ça. Et en fait, on a fait la dernière étude, la dernière table ronde lecteur qu'on a faite. On s'est aperçu que il y a un tiers. En gros, il y a un tiers. Il y en a même qui nous ont dit votre print il m'emmerde, il me sert à caler ma commode. L'autre, et je vais toujours sur le web voir les infos, l'application et autres. Il y en a un autre qui nous disait moi c'est le soir après ma journée de travail, confortablement installé dans mon fauteuil avec un verre à la main. Il y en a d'autres, c'est sur sa table de nuit, il a toute la collection. Et il y en a où c'est le matin, il regarde le web, il regarde l'application, et le soir, il regarde le print. Donc, dire qu'on a des clients lecteurs web ou des applications ou des prints, et moi, je ne sais pas. Et qu'est-ce aussi quand on dit print, event ou numérique, un événement distanciel, c'est quoi? C'est de l'événement, c'est du numérique? Moi, je ne sais toujours pas. Mais c'est sûr, aujourd'hui, il faut apporter ce dont nos lecteurs, nos clients ont besoin.
Moi, je dis pas que je suis éditeur de presse print. Je vends de l'info et event, web, print, hologramme ou quoi que ce soit, du moment que je réponde à la demande de mes clients annonceurs et de mes clients lecteurs. Et je pense que là, ce qui est notre boulot, en gros, c'est davantage, c'est ce que tu disais, c'est d'être vraiment, d'apporter les clients à nos annonceurs. Dans un bel écrin s'il faut un bel écrin, sur le terrain s'il faut sur le terrain. Et le lecteur, il se pose une question, il ne doit pas aller sur Google, il doit aller sur nos sites marques ou sur nos revues print ou dans nos événements. On a multiplié l'information web durant les débuts du Covid parce qu'il y avait aussi une matière qui était extrêmement abondante et qu'on se devait de la livrer et de l'interpréter et de la traduire pour nos communautés. Est-ce que vos rythmes de publication, que ce soit print ou web, ont été modifiés durant cette période? Est-ce que vous voyez les choses différemment aujourd'hui dans la temporalité, à la fois du digital et du print, et comment ça s'articule? Moi, plutôt pas. J'ai gardé la même temporalité. En revanche, quand on parle de print et de web sur l'information qu'on apporte à nos lecteurs, je pense qu'il va falloir de plus en plus, mais je pense que c'est déjà le cas pour nous tous, le web, c'est quand même beaucoup, enfin le digital, c'est quand même beaucoup de l'instantané. Moi, vraiment, à titre personnel, je suis incapable de lire un dossier de 4-5 pages sur une tablette ou un téléphone. Je ne sais pas faire, ça me gonfle, j'ai mal aux yeux. Donc, c'est vrai que je pense que plus on avance, plus le print est important dans le contenu de fond. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc la temporalité ne change pas, mais je pense que sur le web, moi je fais peut-être plus de news qu'avant tous les jours, parce que tu sens que pour que les gens reviennent sur ton site et qui considèrent ton média comme un porteur d'informations quotidiennes, il faut en mettre un paquet, quoi. Donc sur la temporalité print, moi j'ai pas trop changé. Sur la temporalité web, j'ai un peu chargé, quoi. Nous, c'est sûr qu'au fil des événements, des nouveaux événements qu'on fait en distanciel, on se pose la question, il faut quand même rationaliser les choses, il faut quand même équilibrer les choses, parce que si on lance un événement distanciel et qu'il faut recruter des journalistes, il n'y a pas trop, c'est pas viable. Sinon, le print, enfin, je reviens un peu sur ce que je disais quand même là pour le print a sa place parce que c'est le seul qui va vers les gens quand même. Le web, il faut quand même les faire venir. Donc c'est entre François Azir qui a envoyé ses bouquins tous les mois ou le libraire qui attend le client devant sa vitrine. Donc c'est un peu plus embêtant. Mais sur la temporalité, moi je pense qu'il y aura certainement des évolutions, mais c'est voir toujours qu'est-ce qu'on apporte à nos lecteurs avec ce print, qu'est-ce qu'on apporte à nos lecteurs avec ce web, c'est à quoi sert tel ou tel format. Après, sur le web qui est plutôt actu, moi j'ai une autre vision. C'est sur le web, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire sur le print. Donc, s'il y a une vidéo de 5 minutes ou 8 minutes, moi je me suis surpris à regarder une vidéo de 8 minutes sur les vaches faite par ma rédaction. Donc, je dis 8 minutes, ça ne va jamais marcher. Finalement, je vais rester de bout en bout. Et c'est simplement une vache qui passe dans un pédiluve. Donc, vous voyez, c'est pas... Mais voilà, quand on est dans le métier, quand on est sur le terrain, c'est ça qu'il faut, quoi. Justement, sur les formats vidéo et sur ce qui s'apparente finalement à des codes qu'on voit à la télévision, vous avez réalisé un certain nombre de choses nouvelles. Je sais chez toi, Hugues, que vous avez un studio télé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, comment vous évoluez alors là, sur le plan purement éditorial par rapport à ça? Comment ça s'articule aussi avec le print? Est-ce que c'est épisodique? Est-ce que c'est un rendez-vous qui commence à ressembler à une grille de programme? Comment ça fonctionne? En fait, je vais rien apprendre de nouveau puisque c'est nos événements qu'on fait régulièrement, là, notamment sur la marque industrielle. On a fait des journées, on a fait un événement sur 3 journées sur l'année. On en avait fait un en avril, un en juin et en novembre. On en a développé là en cette fin d'année aussi, donc ça s'intensifie. Là, on commence à avoir 4-5 gros événements distanciels par an sur cette marque-là, en plus des événements présentiels. Donc là, le studio nous permet de faire comme on veut. S'il fallait à chaque fois louer un studio, on n'aurait jamais fait tout ça. Donc là, on a 80 mètres carrés avec régie comprise, donc ça fait à peu près 40 de régie et 40 de scène.
Et on a appris, parce qu'on a commencé le studio dans une salle de réunion, après on l'a mis dans un petit bureau de 10 mètres carrés, et maintenant on a 100 mètres carrés, 80 mètres carrés. Donc on a appris au niveau technique, ce qui n'est pas une mince affaire non plus. Et là maintenant on est rodé, et c'est ce studio-là qui nous permet de développer toute notre stratégie qu'on peut appeler omnicanal. Donc au niveau du rythme, c'est dans le calendrier, c'est dans le planning rédactionnel. Tel mois c'est cet événement-là, tel mois. Et c'est par métier. Par exemple sur la revue, sur le titre, sur la marque industrielle, c'est par métier. Et quand on parle d'émissions télé, on est plutôt sur du débat, c'est-à-dire plateau avec plusieurs intervenants, ou alors il arrive aussi d'aller vers des formats, je dirais, je sais pas quoi, interview, chronique, etc. Donc là, on ne peut pas dire pour l'instant, parce que ça c'est en réflexion, un vrai rendez-vous télé, une vraie télé, mais bon, qu'est-ce qu'une vraie télé aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on a tous les types de formats. On a le format débat, où on a été jusqu'à 5 invités sur le plateau, sans compter ceux qui sont en distanciel. Donc c'est là que c'est intéressant que tout le monde sache comment ça marche le distanciel. Mais on peut avoir des conférences avec un expert qui vient et qui déroule son exposé, avec des relances évidemment du journaliste. Ça peut être un débat entre deux experts, ça peut être un débat entre deux journalistes sur une problématique et qui font intervenir quand même des experts. Ça peut être un interview, on est sur... pour moi, c'est pas parce que c'est vidéo, c'est pas parce que c'est distanciel que c'est un format. C'est juste une façon d'amener un contenu éditorial. C'est comme sur le papier, c'est pas un type de format. Sur le papier, il y a le reportage terrain, il y a les actus, il y a les brèves, il y a l'interview, il y a le zoom, il y a plein de choses. Là, c'est la même chose. Chez NetMedia, tu peux dire un mot sur l'expérience l'expérience aussi. vidéo, nous, c'est vraiment c'est grâce au Covid qu'on a complètement accéléré. Pour vous donner un chiffre qui est assez intéressant, avant le Covid, on a fait sur l'année passée 10% du remplissage de notre studio. Donc il était occupé 10% du temps de notre studio. Et après le Covid, cette année, on est à 120%. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs tournages par jour pour plein d'occasions. Donc on va faire à la fois une partie de nos événements hybrides, on les fait dans notre studio. On va faire des émissions de télé récurrentes pour certaines de nos chaînes où on va avoir une ligne éditoriale assez précise. Donc soit on va prendre par exemple que des entrepreneurs inspirants qu'on va aller interviewer dans un format qu'on a décidé de faire 8 minutes pour pouvoir le diffuser comme il faut sur LinkedIn et ainsi de suite. On va avoir des formats qui vont être plutôt apparentés à des émissions de télé. On va avoir des formats et dans lesquels on commence à mettre de plus en plus de reportages. Donc on va finalement vers des vraies émissions de télé dans des formats plus courts, mais sur ce type de choses. Et puis le dernier format qu'on a lancé, c'était des tutos. Donc en fait, on va aller décrypter de l'actu. Donc c'est un personnage face cam sur un ton un peu décalé qui va décrypter de l'actualité. Et au final, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'audience, elle prend au fur et à mesure. Donc c'est comme une newsletter, comme un magazine, ça prend au fur et à mesure et ça se démultiplie. Donc ça, c'est un point qui est important. Et l'autre point, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur la partie des podcasts. On a lancé nos chaînes de télé, c'est un investissement 100%. Et au final, en faisant une, en faisant deux, en faisant trois, les annonceurs viennent à nous en nous disant comment est-ce qu'on peut s'associer à ça, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose. Et le dernier en date, là, notre tuto humoristique sur les décryptages marketing, on est en train de le décliner pour un de nos clients sur un autre univers. Donc c'est finalement en faisant des choses, en testant, qu'on apprend, qu'on voit et qu'on avance. Sur les émissions, sur ce qui est purement éditorial, le business model, c'est quoi ? C'est du sponsoring C'est du sponsoring, c'est un engagement de vue en fait, de se dire on va créer un format avec un annonceur. Le format il est 100% éditorial. Donc l'annonceur n'existe pas dans le format. Il a un billboard d'entrée, un billboard de sortie. Il a un engagement de vue, donc on garantit un nombre de vues de la vidéo. Et après, on lui donne parallèlement une prise de parole dans la chaîne télé, on va dire, mais pas dans cette ligne éditoriale-là. Donc il vient lui prendre la parole sur des grandes tendances en tant qu'expert, mais c'est dissocié de la ligne éditoriale pure, comme une page de pub finalement qui vit à côté du contenu. Et pour amener l'audience, ça suppose un travail de fou. D'un point de vue marketing, c'est un peu la difficulté que nous on ressent quand même encore aujourd'hui, c'est que pour mobiliser l'audience, il faut quand même développer, on y arrive, mais il faut développer des moyens relativement importants. D'où l'idée peut-être un jour d'arriver à créer des rendez-vous, de commencer à inscrire dans l'esprit des gens qu'ils peuvent venir spontanément, mais on a encore du chemin à faire. Là. Ouais, on a énormément de chemin à faire. Nous, quand on a lancé les podcasts il y a 2 ans et demi, 3 ans, pas pour nous, mais pour le compte de clients, pour le coup, on a essuyé à chaque fois des fours.
en termes d'audience. Et quand je vous dis des fours, c'est 10-15 écoutes. Et on était vraiment dans la difficulté, à tel point qu'on a refusé après de servir nos clients en podcast. Et puis on a réussi à développer des modèles où maintenant on est capable de garantir de l'écoute sur les podcasts, notamment grâce à des players intégrés dans les pubs qui vont tourner sur nos sites, mais également sur d'autres sites. Et ça nous permet de garantir l'audience. Donc c'est vraiment un travail de fou, parce qu'il a fallu trouver les formats, les technos, etc., développer l'offre pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc oui, c'est un travail de fou. Et c'est exactement pareil sur la vidéo, où il va falloir aller chercher de l'audience chez nous, sur l'intégralité de nos leviers, mais également chez d'autres, qu'on ne citera pas, mais que vous avez tous reconnus. Non, je voulais dire, c'est vrai que, et quand tu dis que restera-t-il les transformations opérées durant la crise, qui est le thème de notre table ronde, c'est vrai que dans les temps difficiles, et c'est ce que j'ai dit au début, et je me suis tiré une balle dans le pied, on a tendance à faire des économies, évidemment, parce que tu as envie que ton entreprise, elle perdure, parce que tu as envie de garder tous tes collaborateurs, parce que tu as peur, enfin, je veux dire, tu es comme tout le monde, mais en même temps, il faut savoir un peu investir, parce que ça t'oblige à faire des nouvelles choses. Les annonceurs attendent de toi que tu leur proposes d'autres choses. T'es un peu attendu par tout le monde, par tes lecteurs, par tes annonceurs, et que si tu prends pas le pli de te dire bah oui, ça va me coûter 10 000 euros, mais je vais quand même le tenter, et en fait je pense que on est tous les trois là à dire que l'enseignement il est bah oui, il faut essayer, parce que in fine quand même on arrive à les vendre, et les annonceurs ils attendaient ça, je pense, avant le Covid, ils l'ont attendu de façon plus pressée avec le Covid, et l'enseignement à tirer, c'est qu'il ne faut pas hésiter, je pense, à investir un peu. Alors après on se prend des fours, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas, mais aussi on peut se faire guider par l'annonceur, c'est-à-dire que l'annonceur, quand tu l'écoutes bien, il arrive à te donner des idées. Alors, c'est pas des idées directes, mais si t'es un peu malin, tu arrives à comprendre ce qu'il attend et à lui proposer des choses. Et je pense que le podcast en marque blanche, c'est un bon truc. Parce que quand tu sais faire un podcast, que tu as la bonne personne en face de toi et que tu proposes à un annonceur de le faire pour lui, bah, in fine, lui, il le fera jamais. Donc, en écoutant et en étant un peu malin, je pense qu'on peut tirer des enseignements de trucs qu'on teste et qui sont in fine rémunérateurs. Ben en fait, nous, on s'est aperçu vraiment que les annonceurs se sont un peu révélés. Ils se sont, sur certains métiers, on savait qu'ils attendaient ça, mais bon, ils le disaient moins. Sur d'autres secteurs, ils le disaient pas du tout. Et on s'est rendu compte, notamment avec notre salon virtuel, là, que finalement, on a été très très bien accueillis. Et même si nous, on y croyait, mais on se dit, est-ce qu'ils vont accrocher si c'est un bide, s'il n'y a pas de visiteurs, s'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas de ceci, s'il n'y a pas de cela, on ne peut plus rien faire après. Donc il ne fallait pas se planter. Parce que là, c'était la première tentative numérique réelle qui changeait un peu des newsletters, des sites et tout ça. Là, si on se plantait sur celui-là, revenir vers eux pour proposer autre chose, il fallait être courageux là. Mais effectivement, c'est un coût, et c'est ça qui fait un peu réfléchir. On y va pas. Bon, de toute façon, nos métiers, c'est quand même, c'est que des paris. Hein. Mais donc, ça a été, voilà ce qu'on en retire, et que finalement, nous, on dit toujours que nos annonceurs, ce sont nos partenaires, et c'est vraiment ça. Et ça, c'est rassurant quand même. Peut-être sur une partie plus traditionnelle de notre inventaire publicitaire, comment ça se passe entre print et digital classique, on va dire, display, etc. Est-ce qu'il y a une montée en puissance des recettes digitales traditionnelles ? Il semblerait quand même que chez un certain nombre de nos éditeurs, on commence à atteindre des niveaux intéressants. On a sur certains titres, les plus avancés, parce qu'il y en a qui sont, ça fait 10-12 ans, qui sont vraiment bien rodés sur les e-news, et d'autres ont démarré il y a 2-3 ans. Là, on arrive sur en termes du chiffre d'affaires global, certains sont à plus de 30% hors print. Donc vraiment, d'autres, ils sont à 10, mais certains, c'est plus de 30%. Après, c'est ce que tu disais, Anne, on a capté des clients qu'on n'avait pas vus depuis 15 ans. Et on a capté des clients qu'on connaissait, mais qu'on ne voyait nulle part, sauf sur des événements ou sur du numérique. Oui. Après, nous, c'est un petit peu différent, parce qu'on fait 85% du chiffre d'affaires en digital, donc c'est pas exactement pareil.
Mais non, nous on a une vraie complémentarité en fait entre le print et le web. Et nous on a des annonceurs qui reviennent en print. Et ça, on n'en a pas trop parlé de la notion de performance qui est grandissante. Nos annonceurs veulent toujours plus de performance, du leads. Mais à un moment donné, on est vraiment là nous, et c'est notre enjeu à nous, hein, d'évangéliser le marché et de leur expliquer que la performance, c'est aussi un message qui est répété auprès d'une cible pour faire de la notoriété. C'est une explication de ce qu'on fait et de nos spécificités quand on fait du branding. Et donc un nombre d'écoutes, un temps de lecture, des choses comme ça qui sont aussi des indicateurs de performance. Et donc le lead en soi n'est pas qu'une finalité, et que pour avoir des leads en volume et en qualité, il y a un travail sur la notoriété qui est importante. Et là-dessus, un des meilleurs acteurs qu'on peut tous regarder et suivre, parce qu'il est capable de faire tout ça à la fois, c'est Salesforce, qui est l'un des plus gros annonceurs de la place en matière de notoriété comme de performance. Donc ce que tu dis là, c'est que les annonceurs redécouvrent la communication au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire notoriété image. Et donc finalement, le print peut apporter quelque chose dans ce domaine aussi. En septembre de l'année dernière, on a un annonceur qui vient nous voir dans un univers qu'on couvre très bien, là, la relation client, et il nous dit qu'est-ce que je peux faire de différent des autres ? De la notoriété. Personne n'en fait, c'est de la notoriété. Et donc, on l'a accompagné dans un énorme plan de communication sur nos sites internet, nos magazines, nos manifestations, sur l'intégralité de l'année. Bilan des courses, sa conclusion à lui, c'est de dire que tous ses prospects, partenaires, salariés également, lui ont dit c'est dingue, on nous voit partout en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, finalement, c'est le retour à la simplicité. Et malheureusement, c'est notre job d'apprendre parfois à nos amis, partenaires, annonceurs, ce que c'est que leur métier un peu. Ouais. Et je pense qu'il y a eu aussi, alors je ne sais pas si c'est lié au Covid, et je pense que c'est un peu plus vieux que ça, les annonceurs, je pense, ils ont beaucoup voulu faire eux-mêmes. Je fais mon site corporate de marque, je fais mes réseaux sociaux. En fait, il a voulu tout faire lui-même, il nous a complètement oubliés. Et en fait, je pense c'est ce que tu dis, c'est-à-dire il revient à nous parce qu'en fait, il n'est pas capable de faire sa propre notoriété, et son message quand il vient de lui, c'est pas pareil, quoi. Ceci dit, on a eu le même problème pour les webinaires. On sait faire les webinaires et tout ça, on les fait, on a du monde. Bon, ils ont du monde une fois, deux fois, trois fois. Oui, il a ses équipes, quoi. Voilà. Il a ses équipes. On rebondit sur le print, je vous avais un peu prévenu, mais justement, comment vous voyez l'avenir du print ? C'est assez simple, puisqu'on a on a lancé en juin 2020, un nouveau titre et une nouvelle marque sur un nouveau secteur, toujours de la distri mais spécialisée. Et pour installer une marque, pour lancer une marque, rien de mieux que le print. On diffuse où on veut, on diffuse comme on veut. Il n'y a pas de FAI qui bloque, il n'y a pas de quoi que ce soit qui bloque, il n'y a pas de spam, de toutes ces choses-là. Donc la Poste pour l'instant fait son boulot, donc ça va à peu près. Et donc là, et puis on n'a jamais eu un démarrage comme ça sur un titre print, alors qu'on a eu quand même des succès. Ça doit être le deuxième plus gros succès de la maison depuis 67 ans. Donc le print, c'est la base pour créer une marque. Après, je ne dis pas qu'il faut à tout prix un gros, beau, bon print, quoique le nôtre est beau, gros, bon. Mais oui, c'est la première pierre, mais il ne faut pas que ça soit la pierre centrale, enfin, selon moi. Bon, pour l'instant, c'est la pierre centrale parce que c'est juin 2020. Ceci dit, on a lancé le site en avril ou mai 2020. Mais ça nous a permis, dès la première année, faire un événement, dès la première année, de créer un partenariat. Voilà. Moi, je pense historiquement, alors nous, on n'a pas 67 ans comme Hugues, mais on a quand même plus de 40 ans. C'est une entreprise qui a été montée par mon père. Je pense qu'historiquement, on peut dire que le print était le principal et tout le reste, c'était l'accessoire. Et qu'aujourd'hui, je vais pas dire quand je dis que le print devient l'accessoire, c'est pas péjoratif ni dévalorisant pour le print, mais c'est que les jeux d'équilibre sont quand même un petit peu différents d'il y a 20 ou 30 ans. Et donc, il faut adapter son print à ce qui s'est passé. Et je pense que c'est évidemment complémentaire et qu'il faut trouver, encore une fois, les axes pour développer son print. Donc, il faut garder son print et il faut, comme tu le fais bien, prendre, et ce que j'ai fait aussi sur le podcast Le Chef, c'est-à-dire prendre ton print, ta matière première, le truc que tes journalistes font et pour ce pourquoi tu les as pris, et après le faire vivre différemment sur d'autres supports en adéquation avec les attentes des annonceurs et des lecteurs. Donc, c'est pas mort.
Non, le print est loin d'être mort. Nous, on voit qu'on a une très bonne réception toujours de nos clients qui attendent les magazines, c'est un premier point. Et après, par contre, c'est sûr qu'il va toujours falloir être plus exigeant sur la qualité et donc des hors-séries ou des thématiques très anglais où elle est vraiment au fond des choses et décryptées. Et c'est aussi l'avantage du print, ce que vous disiez tout à l'heure sur le temps long. On est aujourd'hui capable d'avoir des articles très longs dans un magazine et je pense que c'est une vraie tendance qu'on doit conserver parce que finalement, en parallèle, sur le web, il y a beaucoup de contenus de mauvaise qualité, et ce qui n'est jamais le cas sur le print. Donc, il faut vraiment qu'on continue, je pense, cet effort-là. En tout cas, nous, c'est notre vision et c'est comme ça qu'on va axer les choses. Peut-être une question, il y a une tendance sur nos marchés à voir apparaître de nouveaux acteurs qui rentrent par le biais justement des web TV, des podcasts, avec un ticket d'entrée qui est un peu faible par rapport au print. Est-ce que vous êtes confronté à cette tendance-là? Et justement, dans ce contexte-là, est-ce que vous constatez que le fait d'avoir quand même un vaisseau amiral, une marque, alors certes, qui existe depuis longtemps, déjà c'est une chose, qui a une audience, etc., mais qui repose aussi sur le print, c'est quand même un atout et ça permet de résister bien à ce genre d'initiatives qui fleurissent un peu partout. Et vous constatez ce mouvement ou pas ? Alors, on constate un peu le mouvement. Il y a pas mal de tentatives. En tout cas, après, ceux qui y arrivent vraiment et qui arrivent à créer de la rentabilité, ils ne sont pas nombreux. Parce que c'est pas évident et effectivement nous on est solide et un truc bête mais quand on va voir des annonceurs et qu'on s'assoit chez eux et qu'on pose des magazines, ça assoit quand même malgré tout l'entreprise et après on peut dire tout ce qu'on veut mais c'est une réalité concrète. Donc fondamentalement par rapport à une boîte où ils existent qu'en digital, ils vont peut-être faire un ou deux webinars et garantir des audiences, nous au-delà de ça on est aussi capable de leur apporter de la visibilité dans un support concret et des événements réel. Donc c'est là où c'est intéressant aussi. En fait, je pense que le print, c'est notre caution. En fait, effectivement, quand tu arrives chez un annonceur, tu arrives, tu es installé, tu es assis, tu as du print, et ça rassure vachement. Après, le champ des possibles est extrêmement large, et on l'a vu, et la crise l'a augmenté. Mais c'est vrai que moi, dans la restauration, il y a énormément... Alors, on ne va même pas parler des influenceurs, je pense que je pourrais passer 2 heures sur le sujet. Mais les gens qui veulent appartenir à quelque chose en sortant de nulle part et en essayant quelque chose, il y en a des millions. Il y en a combien qui réussissent? Il y en a extrêmement peu. Et quand tu ne t'assois pas, soit sur une marque média, soit sur du print, soit sur un historique, soit sur une expertise, je pense que tu peux sortir les rames pendant longtemps avant d'exister, quoi. Non, on a juste donc effectivement il y a des boîtes de consultants de consulting, il y a des boîtes de conseil et autres qui essaient de faire leur revue, leurs choses comme ça, ou des très grosses boîtes qui ont quand même une certaine puissance. Et aussi nous on a quand même nous on va sur les salons, mais les salons viennent chez nous aussi. Donc il y a des salons qui commencent à lancer des revues, à lancer des sites d'information, à lancer qui veulent compléter un peu leur environnement, leur galaxie, un peu comme nous. Nous, on vient les chercher, mais bon, 60 exposants par rapport à 1400, ça va. Là eux, ils ont souvent une puissance de feu assez importante. Mais bon, là aussi, c'est à nous de faire la différence. Et nous, on a des journalistes, eux ont plutôt des gens de com, mais qui ne sont pas forcément spécialisés. Mais bon, voilà, il faut faire attention à ça. Mais c'est vrai, moi je te rejoins sur le fait que quand on a un mensuel, c'est quand même plus facile d'être sérieux, quoi. Si j'essaie de résumer un peu ce qu'on a entendu, j'ai le sentiment qu'en fait, cette crise Covid, elle a pas fondamentalement changé les choses. Elle n'a fait qu'accélérer des transformations qui étaient déjà en cours dans nos métiers. Simplement, face à ce grand vide, on a été amené à expérimenter beaucoup plus. Il a fallu être dans la réactivité par rapport au digital et dans l'agilité. Et finalement, c'est là qu'ont émergé des solutions, mais qu'on était en train de chercher et sur lesquelles on travaillait depuis déjà un moment. Je pense que vous partagerez ce point de vue. Peut-être pour terminer, avant de passer la parole à la salle, le sujet sur lequel vous allez travailler là, dans les mois qui viennent, ce qui vous semble fondamental pour continuer à accélérer cette transformation et avoir le succès qui est attendu avec.
Globalement, c'est de plus en plus renforcer la proximité qu'on a avec nos annonceurs et nos abonnés. Donc, c'est faire vivre les communautés, les communautés de lecteurs et mettre en relation. Enfin, le chantier, c'est ça depuis des décennies. C'est mettre en lien les annonceurs avec leurs clients qui sont nos lecteurs. Donc là, nous, le numérique va nous aider davantage. Et là, c'est ça, c'est créer des communautés, les faire vivre, enfin, plutôt renforcer nos communautés, les faire vivre, être vraiment un lieu d'échange entre professionnels. Et ça, c'est notre but tous les mois par le print. Mais maintenant, on passe à la vitesse supérieure avec tout un tas d'autres outils, notamment le web et l'événementiel quand même. Et finalement, avec un certain optimisme dans l'avenir de nos métiers. Là, oui, il y a plein de choses à faire et si on peut dire, nous quand on est arrivé sur nos secteurs, c'était que de la littérature scientifique ou syndicale. Nous, on est arrivé avec le savoir-faire journaliste. Maintenant, c'est l'étape suivante, c'est vraiment créer du lien, créer et entretenir la communauté, et être vraiment animé et faire se rencontrer les gens, les lecteurs entre eux, les annonceurs avec les lecteurs, et enfin, les lecteurs peuvent rencontrer les rédactions. Et ça, ils peuvent le faire que sur les salons actuellement. Enfin, jusqu'à présent, mais vraiment faire venir les abonnés pour échanger avec les rédactions, c'est quelque chose de très fort et c'est ce que veulent les gens parce qu'ils veulent poser leurs questions directement, ils veulent en savoir plus. Eux, ils sont dans leur entreprise, les journalistes sont dans les autres entreprises, donc ils sont sur le terrain, donc ils veulent être au plus près d'infos, au plus près de ce qui se passe et savoir vraiment ce qui se passe chez les autres. Donc notre boulot, c'est ça, et ça, on va continuer là-dessus, et avec tous les outils qui sont à notre disposition maintenant. Moi, je pense qu'il faut évidemment, et encore plus aujourd'hui, écouter l'annonceur dans son besoin premier. Et voilà, et je pense que la pub pure et seulement print n'y répond plus. Et donc, il faut l'écouter et trouver des solutions. Et c'est là où il faut être inventif, agile, faire travailler tes équipes. Ce qui est vraiment pas facile, mais c'est voilà, en tout cas répondre à leurs attentes premières. Et après, j'avais un autre, mais je l'ai oublié. Donc, il va peut-être me revenir après. Nous, les gros chotiers, c'est travailler la data pour réconcilier la data dure et la data comportementale. Donc, mieux comprendre nos audiences, aussi bien pour nous que pour nos annonceurs. Pour nous, ça va nous permettre de faire quoi ? Ça nous permet de travailler sur l'optimisation de nos revues lecteurs, de nos revenus liés aux lecteurs. Donc ça, c'est hyper important. C'est un vrai projet qu'on a sur le fond. Et après, le dernier point, c'est de toujours continuer à regarder ce qui se fait en B2C. Et pas que dans l'univers des médias, mais dans l'intégralité des univers. On voit qu'on va de plus en plus vers du conversationnel. On est capable aujourd'hui, quand on réserve un hôtel, de discuter avec le gérant via WhatsApp. Peut-être que demain, on va pouvoir le faire sur nos propres sites internet. On lance une expérimentation, nous, là-dessus, où bientôt, nos lecteurs pourront discuter avec nos annonceurs via des groupes WhatsApp. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va toujours expérimenter et on saura si ça fonctionne bien. On parle beaucoup des annonceurs, enfin on parle de tout le monde, mais c'est aussi le lecteur. Et je sais qu'au syndicat, on en parle souvent, notamment avec monsieur Lucas qui est dans la salle, qui disait que dans sa stratégie, il avait remis le lecteur au cœur de sa stratégie. Et c'est vrai que parfois, on oublie un peu le lecteur. Et ce que tu disais, Hugues, tout à l'heure, c'est-à-dire que les journalistes, ils sont persuadés que ce qu'ils font, c'est bien et que ça répond aux attentes du lecteur. Parfois, on manque un peu de hauteur, d'interrogation du lecteur sur ce qu'il attend. T'as ton média, t'as ton magazine print, c'est toujours les mêmes rubriques, c'est toujours la même chose. Et parfois, on perd un peu, je pense, de qualité de contenu en ne prenant pas en compte le lecteur. Je pense que c'est aussi important. Alors l'annonceur nous fait vivre, donc évidemment qu'il est primordial, mais le lecteur, c'est quand même aussi celui qui nous assure cette caution dont on parlait de pouvoir faire du print tous les mois, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire se rencontrer les lecteurs et faire rencontrer les rédactions, enfin les lecteurs avec les rédactions. C'est là, ils se parlent directement. Parce que sans être méchant, un journaliste, même s'il est beaucoup sur le terrain, il voit très peu de monde. Si on a un secteur de 7000 ou 10 000 personnes, qui n'est pas énorme, il ne connaît pas ces 10 000 personnes. Enfin, je ne pense pas. Enfin, ceci dit, ils font très bien leur travail. Sinon, on ne serait pas là.
Bien, donc engageons la conversation avec nos lecteurs pour l'avenir. On va retenir cette idée. Merci à vous trois d'avoir accepté d'échanger aujourd'hui sur tous ces sujets. Je vous propose qu'on prenne quelques questions ou commentaires dans la salle. Qui a envie de se lancer? Oui. Est-ce que peut-être merci beaucoup. Alors, quand on a oui, effectivement, il y a qu'au foot qu'on a 2 équipes, qu'on a des remplaçants pour chaque poste, c'est sûr. Nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on rationalise vraiment chaque format. Et si on fait 100% de print et si on veut faire du numérique, il y a bien un moment où il va falloir baisser le print. Sinon, on ne peut pas être à plus de 100% normalement. Mais c'est ça, il faut rationaliser. Donc, je ne sais pas comment sont vos titres, mais moi, je sais que mon expérience, c'est que la pagination était trop forte. Donc, les journalistes veulent tout mettre, les journalistes veulent écrire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à dire. Ceci dit, il y a un moment donné où il y a la réalité économique, et puis on se dit, ça sert à rien. Et puis, toute cette info recueillie, elle peut être utilisée autrement. C'est ce que tu disais, Anne, c'est faire tourner l'info. On en met un peu sur le print, on en met beaucoup, on en met un peu sur le numérique, et avec des événements, ça prend tout son sens parce que ça enrichit encore. Donc chaque format enrichit l'autre. Donc normalement, avec un même reportage, on peut très bien faire du print, du web et de l'événement. Ça, c'est ce qu'il faut. Il faut éduquer nos équipes aussi, parce que certaines ne sont pas habituées à ça. Mais c'est le maître mot. C'est adapté au format. Mais c'est une info sur plusieurs formats. Alors évidemment, il ne faut pas traiter de la même façon, sinon ça ne sert à rien. Quoique, quelquefois, les gens nous, on a eu l'expérience lors d'une journée de conférence, il y a un intervenant qui se désiste. Donc, il faut combler une demi-heure quand même dans la journée. Les gens ont payé, il faut combler une demi-heure dans la journée. Et évidemment, ce n'est pas au moment de la pause que ça se passe. Et donc, là, le journaliste improvise et fait sa partie. Et à la fin de la journée, les gens disent « mais c'est vachement bien ce que vous avez dit là ». Et puis le journaliste se dit « mais non, moi je pensais que c'était nul, parce que je l'ai dit dans les 3-4 numéros de tout ça, je l'ai dit dans le print ». Ah oui, mais il y en a qui sont plus réceptifs à le print, d'autres sont plus réceptifs à l'oral. Et donc et puis on n'amène pas les choses pareilles. Et puis il y a une notion aussi de synthèse. Tout ce qu'il a dit en une demi-heure, il l'a dit sur plusieurs papiers dans l'année. Donc c'est pas la même perception non plus. Non, je pense qu'il est clair qu'il y a un énorme enjeu qui pèse sur les rédactions et sur la production de contenu pour les années qui viennent, ça c'est sûr. Et pour confirmer ce que disait Hugues, ça passe à la fois par une rationalisation de la production pour les différents supports et en particulier pour le print. Et chez nous, on connaît une baisse des paginations. Ça, c'est un effet Covid. C'est-à-dire qu'on a découvert pendant le Covid qu'en baissant les paginations, on arrivait finalement quand même à offrir un niveau d'information qui était de qualité. Et je pense qu'on ne reviendra pas au niveau de pagination d'avant. On repartira peut-être un peu à la hausse, mais que ce soit au niveau des périodicité ou des paginations, il y aura des effets, je pense, qui seront durables à la suite de cette crise. Et puis, deuxièmement, évidemment, c'est la façon dont on exploite un contenu de manière multicanale. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire de la manière la plus agile qui soit, mais on n'y arrivera pas sinon. Et dans un deuxième temps, on espère pouvoir renforcer nos structures, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. On en est aujourd'hui à la nécessité de trouver cette agilité et donc de bricoler un peu. Hervé ?
accompagner des communautés pour les aider à progresser, à être plus efficaces et plus pertinents dans leur métier. Après, quand on utilise le print, le digital, l'événementiel, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est être sur notre promesse. Notre promesse, c'est la valeur ajoutée qu'on apporte à notre lecteur. Mais après, c'est lui qui choisit. Et regardez comment vous consommez, vous. Comment vous consommez, vous ne consommez pas du tout de la même manière aujourd'hui que ce que vous consommiez hier. Aujourd'hui, vous achetez des trucs sur Internet, vous achetez des trucs en clé click and collect, vous allez dans des boutiques, vous allez dans des supermarchés, avant vous n'étiez que dans des magasins spécialisés. Donc voilà, et c'est pas nous qui dictons comment l'utilisateur va consommer le contenu. C'est lui, c'est pas grave, ça change, c'est bien. Mais notre sujet, pour pouvoir accompagner le développement de nos entreprises, c'est surtout pas être réfractaire et surtout pas essayer d'imposer quelque chose au lecteur. C'est le lecteur qui choisit le canal. Il vient chez nous parce qu'on est bon et parce que ce qu'on écrit, ça lui apporte quelque chose. Et après, qu'il consomme en vidéo, en digital ou en écrit, on s'en fout. Donc notre vrai sujet, c'est de savoir s'adapter aux attentes de nos lecteurs et aux canaux qu'ils utilisent. Et aujourd'hui, moi qui ai 55 ans, je n'utilise pas les mêmes canaux que toi qui as 40 ans, que toi qui as 35 ou que mon fils qui a 22 ans. C'est normal, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, pour revenir sur l'histoire du contenu, il est évident, vous faites un magazine, vous l'envoyez à 10 000 personnes, combien lisent votre magazine de A à Z? Voilà, bien malin celui qui est capable de le dire. Donc, 30 000. Ça, c'est le chiffre publicitaire. Et la réalité, est-ce que les autres médias qui sont plus jeunes que nous ont très bien fait? Si vous prenez la radio, vous allez prendre une émission au hasard, par exemple, Les Grosses Têtes sur RTL. Les Grosses Têtes sur RTL, c'est une émission quotidienne, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils enregistrent ça en une journée. Ensuite, le week-end, tous les matins, ils rediffusent le best-of de la journée précédente. Ensuite, tous les week-ends, ils diffusent le best-of de la semaine. Ensuite, à chaque vacances scolaires, ils diffusent le best-of du trimestre, des 6 semaines. Ensuite, tous les trimestres, ils font le best-of du trimestre. L'été, ils font le best-of de l'année. Donc, avec une émission qui est enregistrée sur une journée, ils arrivent à tenir 3 heures tous les jours. Donc ça nous donne des idées. Et maintenant, ils font une émission télé avec. Donc c'est quand même un truc de fou. Ça veut bien dire que si on change notre façon de penser, on arrive à faire des trucs extraordinaires. Et pour moi, si on répond à la question qui a été posée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retenir du Covid? On va juste retenir qu'on a appris à être moins con et qu'on est capable d'accepter de se remettre en question. Et capable, avec un pistolet sur la tempe, de faire ce qu'on n'a jamais osé faire avant. C'est pour moi les grands enseignements de cette période. Oui. Concernant la diversification des revenus pour les éditeurs de presse pro, est-ce que les revenus issus des plateformes B2B, des prestataires de mail médias, c'est encore un sujet aujourd'hui ou pas? Je pense à Kantar, je pense à l'ex-Arbus de la presse, à Eday, à Factiva. Je ne sais pas si vous avez des plateformes, est-ce que c'est un sujet ou pas? Je me risque à répondre. C'est un revenu complémentaire qui est le bienvenu, mais qui est vraiment très accessoire. Très accessoire. Est-ce que je me trompe pour les éditeurs qui sont dans la... Mais il est le bienvenu. Hein, c'est un peu de volume quand même. Hein, et disons-le, c'est de la marge nette. Donc on aurait tort de s'en priver. Mais ça reste très accessoire quand même. Hein. Des questions, des remarques? Oui. Moi, j'avais une question pour rebondir à ce que vous disiez dessus. Je me suis retrouvé pendant le Covid, finalement, parce qu'on a eu un afflux, moi je suis éditeur dans le domaine B2B, et de la presse professionnelle commerce, et on s'est retrouvé avec un afflux de fréquentation sur notre site et de questions des commerçants du secteur, et on n'arrivait pas forcément, même en travaillant comme des malades, à produire tout ce qu'ils voulaient. Et donc on a créé un groupe Facebook. Il y a mon ami commerçant dedans actuellement. Et je voulais savoir s'il y a d'autres médias qui se sont retrouvés à administrer des groupes Facebook. Parce que je me suis aperçu, c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait monsieur, que finalement c'était un média, un groupe Facebook. Aujourd'hui on est en plein questionnement. On n'a pas fait, on se sert très peu de la publicité pour l'instant. Mais voilà, on se pose la question de savoir, depuis un moment, savoir qu'est-ce qu'on va faire de ça, comment on va pouvoir le monétiser, comment on peut encore mieux l'éditorialiser, sachant que c'est Facebook qui nous l'a encore montré il y a 2 mois, puisqu'ils ont quand même changé
changer des règles qui ne nous arrangent pas forcément, naturellement soi-disant pour nous aider. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres éditeurs qui sont retrouvés. Non. Monétisation des réseaux sociaux. Comment on fait? C'est indirect plutôt, hein? En gros, c'est toujours compliqué la monétisation via les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert finalement de nos audiences naturelles et payantes. Donc, on fait un mix entre le naturel et le payant. Donc, ce qu'on arrive à toucher en naturel, ce qu'on arrive à faire en payant, pour le transformer finalement en performance, donc en garantie pour nos annonceurs. Donc, c'est ça qu'on fait, c'est matériellement pour essayer de monétiser ça. Donc, finalement, pour nous, c'est une source de revenus complémentaire. Après, quand on a un groupe, c'est un petit peu différent parce que c'est difficile de le faire vivre. Souvent, ça dépend des canaux utilisés. Si c'est un petit groupe sur WhatsApp, c'est relativement facile. Maintenant, si c'est une communauté assez large sur les réseaux sociaux, on le voit, il y a peu d'engagement. Et après, ça dépend. Si c'est du contenu pratico-pratique, vous avez peut-être une possibilité de monétisation en réalisant du native ads, des contenus publicitaires. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée, il faut continuer. Et après, il faut aussi, parce que c'est ce que vous avez dit qui est très juste, et c'est toujours se méfier de ça, et c'est pour ça que nous, on n'est pas que sur un seul réseau social, mais sur plusieurs, on est même sur TikTok maintenant. Il faut se méfier en fait des réseaux sociaux, parce qu'ils changent une règle, vous pouvez perdre 100% de vos revenus. Donc c'est là où la diversification est vraiment importante, le test and learn est important, et ce qu'il faut réfléchir, c'est voir, notamment, je sais pas, via des sondages, via des choses comme ça, comment vous allez pouvoir récupérer la donnée qui est à l'intérieur de ce groupe-là, pour la faire vivre à l'extérieur de ce groupe-là, pourquoi pas sur une plateforme dont vous seriez propriétaire. C'est ce qu'on fait, mais je voulais savoir justement s'il y en avait d'autres, parce qu'on est un petit peu seul là-dedans. Ça marche bien, honnêtement, il y a beaucoup d'engagement, c'est un outil qui est fabuleux, mais en même temps, voilà, on n'a pas toutes les règles du jeu, et il faut s'adresser, le même article, il faut le faire un petit peu différemment, pour le faire basculer de Facebook, en l'occurrence, sur notre site. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller sur du testimonial ou faire ressortir des phrases qui sont dans l'article, mais qui vont amener finalement à lire et éviter aussi le côté superficiel. Il y a ça, il y a aussi le fait de produire des contenus spécifiques pour les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, si vous faites des publications qui renvoient vers d'autres sites, vous êtes clairement sanctionné par les réseaux sociaux qui veulent garder l'audience chez eux. Donc produire des contenus spécifiques, peut-être en faire moins, d'une meilleure qualité, mais dédiés et exclusifs pour les réseaux sociaux, ça permet vraiment d'augmenter d'une manière considérable l'engagement. Alors voilà, on fait un peu ça aussi par rapport à ça, justement. On va prendre une dernière question peut-être, ou alors si on n'a pas, on va donner la parole. Mais avant, question, remarque, est-ce que vous souhaitez... Ouais. Comment vous recrutez vos annonceurs, les nouveaux annonceurs? Vous parlez de la prospection? Oui. On pige la concurrence. Toujours les anciennes méthodes. Mais il n'y a pas grand-chose qui change, je crois. Un petit peu de lead gen, un petit peu de production de contenu pour expliquer les bienfaits de vos audiences, etc. Ça va vous générer des leads que vous allez pouvoir appeler. Mais après, c'est la pige sur les salons concurrents, la pige sur des titres concurrents, direct ou indirect. Regardez qui bouge, qui fait quoi, qui fait de la croissance. Et après, le téléphone portable et vous appelez. Et jusqu'à ce que ça décroche. Et tout à l'heure, tu parlais de la presse B2C. On est B2B, mais il y a quand même des annonceurs... moi, je trouve que parfois la frontière est un peu ténue et on arrive à choper des annonceurs de B2C sur des. Bon, alors moi, je suis dans la restauration, donc c'est encore un peu entre deux. Mais voilà, je la regarde aussi du B2C très niche sur un secteur proche du vôtre. Sur les salles blanches, ça marche mal. Quoique en ce moment. Et nous, quelquefois, c'est entre les titres. C'est pas mal. Chacun son fichier, mais entre les titres, il y a des ponts. Donc, les uns récupèrent les autres. C'est pratique. Je vais demander à Jean-Claude Lebon et Jean-Yves Coatano de nous rejoindre pour nous dire Jean-Yves tout court. Nous avons un sponsor aujourd'hui et ce sponsor Sweep, qui est une solution de workflow éditorial dont va nous parler Jean-Yves, nous a bien aidé durant cette période puisque lorsqu'il a fallu faire on-off dans nos rédactions, pour ceux en tous les cas qui avaient un workflow éditorial, ça a sérieusement simplifié la production de nos titres et de
de nos sites également. Donc Jean-Yves, peux-tu nous dire comment vous avez vécu cette période qui a été, je crois, très intense pour vous, avec un certain succès aujourd'hui, compte tenu de ce qu'ont vécu les rédactions pendant cette période? Merci déjà de nous donner la parole. On est ravis d'accompagner le SP Pro une nouvelle année. Bonjour à tous. Écoutez, nous, évidemment, on a une position d'observateur un petit peu privilégiée. Comme vous le voyez, on a un certain nombre de marques qui sont abonnées à Sweep depuis maintenant, pour certains, une bonne dizaine d'années, avec un certain nombre de succès dans les médias pro, qui sont entourés d'un petit cercle rouge. Alors évidemment, la période de Covid, pour nous, ça a été du pain béni, parce que l'ensemble de nos clients qui avaient anticipé la mise en place d'un système éditorial était déjà organisé pour faire travailler les équipes à distance. Donc là, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ils étaient déjà, pour la plupart, également complètement opérants pour travailler en multicanal. Et quand il faut accélérer le mouvement sur le digital, et ben, évidemment, avec un système éditorial comme le nôtre, vous pouvez travailler en multicanal, vous pouvez donner la priorité sur le numérique, et quels que soient les canaux, et peut-être un peu moins sur le print quand il y a un petit peu moins de print. Et à partir de là, évidemment, on a reçu des messages de satisfaction de nos clients comme jamais on en a reçu. Et évidemment, notre position d'observateur nous permet de constater quelque chose que vous avez largement exprimé aujourd'hui, c'est que le numérique est maintenant plus un sujet. Il n'y a plus de sujet sur le fait de s'en occuper ou pas. Il faut s'occuper de diffuser sur tous les canaux numériques au même titre que le print. Et je dis bien au même titre que le print. Ce qu'on peut constater, nous, sur l'ensemble de nos clients, que ce soit la presse magazine, la presse pro, des tout petits éditeurs ou des plus gros, c'est que le sujet numéro 1 en ce moment, c'est de mettre les rédactions en capacité de pouvoir travailler. Et donc, ça veut dire faire gagner du temps à ceux qui produisent le print pour pouvoir produire du digital et emmener toutes les équipes de la rédaction vers un même objectif qui est vraiment le multicanal. Donc, c'est modification des habitudes. Donc, il y a vraiment de l'accompagnement autour de tout ça. Et donc, ça veut dire aussi centralisation des données. Et je suis assez fasciné par les projets qu'il peut y avoir chez tous les éditeurs maintenant, qui reposent beaucoup sur des bases de données qui possèdent, et là on peut parler de bases de données de contenu, mais aussi de bases de données de diff, et du pont à établir entre les bases de données de contenu et les bases de données de diff. Et tous ces sujets-là, il y a maintenant des projets chez les éditeurs depuis le Covid qu'on ne rencontrait pas avant. Il y a une véritable compréhension mécanique de ce qu'il faut faire, et à nous d'apporter des solutions pour que ça puisse être mis en musique, quoi. Et évidemment, donc on a beaucoup de demandes des éditeurs de tout type, quoi. Merci Jean-Yves. Voilà, je voulais juste rajouter qu'on s'est renforcé. J'ai fait donc rentrer Jean-Claude Lebon, qui est aussi dans la salle, qui est un ancien confrère à vous, puisque c'était un ancien directeur général de groupe de presse. Et l'idée, c'est d'avoir une écoute encore meilleure de nos clients, de nos prospects, pour travailler ensemble sur les évolutions du système qui sont nécessaires. Voilà. Et vous attendez tout le monde en tant qu'exposant sur votre stand. Exactement, on est juste à côté, stand 14. Voilà. Merci beaucoup de votre soutien. Bien, je crois qu'on va terminer cette matinée des médias pro sur cette intervention. Je vous remercie d'avoir participé à cette réunion. On se donne déjà rendez-vous pour la prochaine, qui aura lieu, je n'en doute pas, vers la fin de l'année l'an prochain. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Je vous encourage à vous inscrire à notre page LinkedIn réseau SP Pro, sur laquelle vous pouvez découvrir un certain nombre d'initiatives que nous menons tout au long de l'année, et aussi rentrer dans les entreprises de nos adhérents. Et puis donc, je vous dis à l'année prochaine. Merci à vous.